Bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter ce que je voudrais vous dire à propos des différentes raisons qui peuvent justifier que l'on s'intéresse à l'anthropologie culturelle. À quoi bon s'intéresser aux autres sociétés? Voilà une question tout à fait légitime. Pourquoi consacrer du temps, de l'énergie, du travail, de l'argent aussi, à étudier des peuples sans lesquels on peut sans doute vivre finalement très bien? À quoi sert l'anthropologie? On peut bien sûr être tenté de répondre par une autre question. Pourquoi serait-il moins légitime de s'intéresser à une société de Nouvelle-Guinée qu'aux habitants de Liège ou de Namur? Pourquoi est-ce qu'on devrait limiter notre appétit de connaître à ce qui est proche de nous, ou bien à ce qui est utile? En ce qui me concerne, je crois que l'anthropologie peut notamment satisfaire la curiosité que nous éprouvons à l'égard de tout ce qui est lointain, étrange, exotique. Je crois que s'intéresser aux autres peuples peut combler un besoin d'évasion, une soif de dépaysement que certains d'entre nous peuvent éprouver. Après tout, l'anthropologie est une discipline qui permet de concilier à la fois la réflexion philosophique et le goût des voyages. Pour ma part, ce sont des lectures d'enfance qui ont éveillé mon intérêt pour l'ailleurs, pour le différent, pour l'autre. Ce sont ces lectures qui m'ont ouvert aux cultures étrangères. Aujourd'hui, le développement extraordinaire des moyens de communication nous rapproche de plus en plus les uns des autres. Ce rapprochement ne s'effectue pas toujours sans problème, et on peut penser que l'amélioration de la vie sur notre petite planète passe par une meilleure connaissance de ses habitants. C'est la raison pour laquelle on fait de plus en plus souvent appel à l'anthropologie et aux anthropologues, par exemple dans les projets de développement en Afrique, en Asie ou ailleurs. En effet, que ce soit dans le domaine agricole, industriel, médical ou social, trop de projets ont par le passé été voués à l'échec par méconnaissance ou par ignorance de certains impératifs culturels locaux. Bref, pour pouvoir être efficace, il faut d'abord savoir comment les hommes et les femmes de ces peuples pensent, comment ils vivent. Et c'est là que l'anthropologie peut jouer un rôle. Nous sommes, pour la plupart, nés en Europe. Or, comme l'écrit Claude Lévi-Strauss, il existe des milliers de sociétés sur la surface de la Terre et nous aurions très bien pu y naître. Donc nous pouvons chercher à les comprendre comme si nous y étions nés. Pensons-y, nous sommes tous le fruit du hasard. Nous aurions pu tous naître à une autre époque, nous aurions tous pu naître ailleurs, nous aurions tous pu aussi ne jamais exister. Or, nous existons ici et maintenant. Ce hasard extraordinaire peut nous rendre curieux par rapport à toutes les sociétés dans lesquelles nous ne sommes pas nés, mais dans lesquelles nous aurions pu naître. À elle seule, cette raison pour s'intéresser à l'anthropologie me semble déjà largement suffisante. Mais il en existe pourtant encore au moins une autre qui me paraît encore plus importante. En s'intéressant aux autres sociétés, je suis obligé de prendre une certaine distance vis-à-vis de ma propre société, vis-à-vis de ma propre culture, et tout ce que je vais observer et découvrir chez les autres peuples va m'aider à mieux connaître ma propre société. L'étude des sociétés étrangères, des autres sociétés que la mienne, me force à prendre un certain recul, à adopter un certain détachement par rapport à ma propre société. Et c'est par ce détachement nécessaire que je vais pouvoir prendre conscience pleinement des spécificités des autres cultures, mais aussi des particularités de la mienne. C'est ce qu'a exprimé l'anthropologue américain Clyde Kluckhohn dans les termes suivants. L'étude des primitifs nous aide à mieux nous connaître nous-mêmes. Le plus souvent, nous ne sommes pas conscients de la lentille toute spéciale à travers laquelle nous voyons la vie. Le poisson est mal placé pour découvrir l'existence de l'eau. On ne peut s'attendre à ce que des chercheurs qui n'ont jamais dépassé l'horizon de leur propre société comprennent des coutumes qui se confondent avec la matière même de leur pensée. L'anthropologie dresse devant l'homme un immense miroir
où il peut se regarder lui-même dans son infinie diversité. » Fin de citation. Comme Kluckhohn l'écrit en effet, le poisson est le plus mal placé pour s'apercevoir de l'existence de l'eau. Pour comprendre un système, il faut s'en extraire. Pour comprendre notre société, nous devons en sortir et aller voir ailleurs comment les choses se passent, comment les hommes et les femmes des autres sociétés vivent. Repliés sur notre propre culture, nous sommes non seulement aveugles à celle des autres, mais aussi myopes au sujet de la nôtre. Par contre, en prenant du recul par rapport à notre société ou par rapport à notre groupe socioculturel, nous aurons plus de facilité pour voir les avantages, mais aussi les inconvénients et les déficiences de notre société. En étudiant les autres peuples, les autres cultures, c'est un petit peu comme si nous portions un regard extérieur sur la nôtre. En étudiant les autres sociétés, on va relativiser l'importance de la nôtre, et on va être amené aussi à s'interroger par rapport à certains comportements que nous avons et à propos desquels on ne s'était peut-être jamais posé la moindre question. Par exemple, pourquoi faut-il travailler ? En effet, dans certaines sociétés, les hommes ne travaillent pas. Ou encore, pourquoi faut-il être monogame ? Puisque dans certaines cultures, on est polygame. Progressivement, en s'intéressant à la façon dont les autres peuples fonctionnent, on réalise, on prend conscience que nos comportements, nos gestes, nos croyances, nos postures, nos habitudes, nos réactions, nos mimiques, etc., ne sont en rien naturels, mais sont en fait culturels. Autrement dit, nos modes de vie, nos modes de pensée, nos modes de fonctionnement dépendent de la culture dans laquelle nous sommes nés, dans laquelle nous vivons. Ils varient au gré des différentes sociétés. Et très souvent, en comparant nos traditions, nos habitudes sociales avec celles d'autres cultures, nous allons à la fois pouvoir essayer de comprendre non seulement pourquoi ils agissent ainsi, mais surtout pourquoi nous agissons ainsi. La connaissance des traditions et des comportements des autres sociétés est souvent fort utile pour comprendre nos propres traditions, nos propres comportements. Prenons un exemple qui nous est à tous familier, les cadeaux. À de nombreuses occasions, nous avons l'habitude dans notre société d'offrir, de donner. Ces dons obéissent à un certain nombre de règles sociales. Le déballage du cadeau en public ou non, la manifestation de son contentement, les remerciements, la proportionnalité à respecter entre la valeur de ce que l'on offre et le lien affectif qui nous lie aux bénéficiaires de ce cadeau, etc. Une question qu'on peut se poser et qui est tout à fait légitime, c'est « Lorsque j'offre un cadeau, quel est le message que je transmets à mon bénéficiaire ? Quel est le message que je transmets à la personne à laquelle j'offre ce cadeau ? Qu'est-ce que j'exprime en donnant ? De la gentillesse, serait-on tenté de répondre, de l'amour, de l'amitié ? Sans doute, mais n'y a-t-il pas autre chose que de la gentillesse ou de l'amour ? L'anthropologie nous apprend qu'il existe une cérémonie particulière, pratiquée notamment dans des sociétés du nord-ouest américain, appelée le potlatch. Et l'étude de cette cérémonie pourrait peut-être nous aider à répondre aux questions que l'on vient de se poser. Potlatch est un terme chinook, les Chinooks étant un peuple d'Amérindiens provenant de la côte pacifique des États-Unis, aux alentours de Seattle. Ce terme signifie « donner ». Le potlatch est une cérémonie de don et de contre-don, qui sera décrite pour la première fois par Franz Boas en 1890, mais c'est vraiment l'anthropologue français Marcel Mauss qui en donnera l'analyse la plus complète dans son célèbre livre « Essai sur le don », paru en 1924. La particularité du potlatch est qu'il repose partiellement sur l'idée extrêmement répandue dans le monde que celui qui reçoit quelque chose possède un statut inférieur à celui qui le donne. Dans sa forme classique, le potlatch est défini par Franz Boas comme étant une distribution cérémonielle de richesses. Plus précisément, il s'agit d'une fête somptuaire au cours de laquelle un chef
offre ostensiblement une certaine quantité de richesse, le plus souvent à un rival en vue de le défier, de l'humilier ou de l'obliger. Il s'agit donc d'un échange compétitif dans lequel les partenaires sont engagés dans une lutte de rivalité. Mais à la différence d'un combat classique, au lieu de se battre à coups de flèches ou de haches, les adversaires se battent à coups de cadeaux. Le paradoxe, et en même temps l'intérêt du potlatch, c'est que plus on donne, c'est-à-dire plus on manifeste de mépris pour la richesse, et plus on affirme ainsi un statut élevé dans la hiérarchie sociale, plus on acquiert du prestige. D'une certaine façon, c'est une manière d'ordonner la hiérarchie sociale au bénéfice des plus généreux. En donnant son avoir, on acquiert de l'être. En offrant, on prend l'ascendant sur celui qui reçoit. En donnant, on possède donc en quelque sorte son adversaire, son rival. Celui qui reçoit a toujours l'obligation morale d'accepter le don, mais au risque d'être humilié, il doit ensuite organiser un nouveau potlatch au cours duquel l'enjeu est le suivant. Le cadeau en retour est-il à la hauteur du cadeau initialement reçu ? Le contre-don vaut-il le don ? Généralement, la coutume veut que le cadeau offert en retour soit plus généreux que le précédent. Autrement dit, le principe veut qu'on doit toujours faire mieux que son rival. Le potlatch est un processus qui est donc placé sous le signe de la rivalité. Il faut systématiquement dépasser les dons précédents. Mais alors, quand s'arrête-t-on ? Eh bien, tout simplement lorsque la réciprocité cesse, c'est-à-dire lorsque l'un des protagonistes ne peut plus répondre à la demande. Lorsque c'est le cas, le dernier donateur obtient le pouvoir, la domination, le prestige, les honneurs. Et qu'advient-il alors de celui qui refuse de rendre le potlatch ou celui tout simplement qui n'a pas eu les moyens de la réciprocité ? Qu'advient-il du donataire qui ne peut pas devenir donateur à son tour ? Dans le meilleur des cas, il perd son honneur et au pire, il perd son rang d'homme libre et devient alors l'esclave du donateur, un peu comme pour payer sa dette. Comme on dit parfois chez nous, il faut briller ou disparaître. Dans cette distribution cérémonielle de richesse, Marcel Mauss distingue 3 obligations inséparables qui sont à la fois contraignantes et désintéressées. Premièrement, un chef, pour affirmer et conserver son autorité, mais aussi pour maintenir simplement son rang social, doit donner. Celui qui ne donne pas perd la face et manifeste par là son incapacité à diriger le groupe, son indignité. Que donne-t-on ? Eh bien, tout ce qui est précieux, tout ce qui a de la valeur. Des bijoux, des femmes, des enfants, la maison, des terres, du bétail, de la nourriture, mais aussi des services et des paroles, des salutations, des compliments, etc. Deuxièmement, et du point de vue de celui à qui on donne, refuser le potlatch, c'est montrer qu'on a peur de devoir rendre, c'est avouer qu'on est vaincu d'avance, c'est là aussi manifester son indignité. C'est la raison pour laquelle on accepte toujours un don, et qu'on l'apprécie même à haute voix, même s'il constitue en quelque sorte un cadeau poison, et qu'on sait qu'on aura les pires difficultés à faire mieux. Et enfin, troisièmement, il faut rendre, car accepter un don, c'est accepter un défi, c'est s'engager. L'obligation de rendre le don, de réaliser un contre-don est absolue. C'est en donnant qu'on acquiert une reconnaissance sociale. Si on refuse, on déroge à la bienséance, on est grossier. Et si on ne rend pas un contre-don, on se place en situation d'infériorité. Dans sa forme moins classique, le potlatch peut aussi consister en une destruction spectaculaire de biens précieux. Un véritable gaspillage somptuaire, ostentatoire et institutionnalisé, dont le but est de prouver sa supériorité et sa richesse à un rival. Dans la plupart des cas, celui qui organise le potlatch offre pendant celui-ci de la nourriture en très grande quantité à celui qui devient donc ainsi son obligé.
Il s'agit d'une véritable orgie alimentaire dans laquelle les quantités préparées dépassent les prévisions les plus délirantes quant aux besoins réels, de sorte qu'une grande partie de la nourriture est nécessairement gaspillée. Parfois, la cérémonie peut prendre des allures sacrificielles extrêmes et aller jusqu'à la destruction totale des objets rares et précieux, ou même l'incendie de son propre village. Mais le gaspillage peut revêtir également des formes plus dramatiques. Chez certains Indiens d'Alaska, par exemple, la tradition voulait que le chef défie son rival en égorgeant un certain nombre d'esclaves, et puis qu'après un certain laps de temps, le rival organise à son tour un potlatch de revanche, au cours duquel il devait égorger lui-même un plus grand nombre d'esclaves. Maintenant que nous connaissons le potlatch, on peut évidemment se demander si l'action de donner, d'offrir un cadeau à quelqu'un, action qui a priori semble matérialiser une relation de sympathie ou d'amour, ne revêt pas en définitive une certaine dimension agressive. Comme le potlatch nous l'apprend, recevoir un cadeau crée en effet une dette. Quand je donne un cadeau, je prends d'une certaine façon le pouvoir. Je me montre comme supérieur à celui à qui j'ai offert. D'une certaine manière, je l'oblige à rendre l'appareil à une prochaine occasion. Je l'oblige à rentrer dans un schéma parfois embarrassant, une partie de don et contre-don, où sont parfois en jeu notre honneur, notre prestige et même peut-être parfois notre amour. Il nous arrive parfois aussi d'être invités à des soupers communautaires que nous appelons généralement des auberges espagnoles, ces repas où chacun apporte spontanément sa contribution sous forme de plats auxquels tout le monde peut goûter. La qualité et la quantité de ce que l'on apporte à cette occasion déterminent le prestige que l'on pourra en retirer. Des compliments, des éloges, des sourires, des questions polies ou intéressées à propos de la recette, etc. A l'inverse, celui dont la contribution ne satisfait pas se voit sanctionné par des silences et ne sera peut-être plus invité la prochaine fois. Le potlatch n'est jamais qu'un exemple parmi beaucoup d'autres. La connaissance de notre culture passe par la connaissance des autres sociétés. En connaissant l'autre, nous nous connaissons mieux nous-mêmes. Et cela nous conduit aussi à la conclusion évidente que notre culture n'est pas la seule possible, mais seulement une culture parmi des milliers d'autres. L'intérêt que l'anthropologue porte aux autres cultures lui apprend donc beaucoup sur sa propre société, mais ce n'est pas tout. Ainsi, il apprend aussi beaucoup sur lui-même. C'est ce que Claude Lévi-Strauss nous dit dans le petit texte suivant, qui est extrait de son célèbre livre de 1955, Triste Tropique. On s'interroge. Qu'est-on venu faire ici? Dans quel espoir? À quelle fin? A-t-on vraiment abandonné son milieu, ses amis, ses habitudes, dépensé des sommes et des efforts si considérables, compromis sa santé, pour ce seul résultat? Observer quelques douzaines de malheureux, condamnés à une extinction prochaine et principalement occupés à s'épouiller et à dormir. J'avais quitté la France depuis bientôt 5 ans. J'avais délaissé ma carrière universitaire et je courais les déserts en pourchassant des déchets d'humanité. Mais qu'est-ce qui m'avait donc poussé à faire exploser le cours normal de ma vie? Ma décision exprimait-elle une incompatibilité profonde vis-à-vis de mon groupe social, dont j'étais désormais voué à vivre de plus en plus isolé? Par un singulier paradoxe, au lieu de m'ouvrir un nouvel univers, ma vie aventureuse me restituait plutôt l'ancien et me questionnait à son sujet. Autant les hommes et les paysages à la conquête desquels j'étais parti perdaient à les posséder la signification que j'en avais espérée, autant à ces images décevantes bien que présentes s'en substituaient d'autres, mises en réserve par ma mémoire et mon passé, et auxquelles je n'avais attaché aucun prix lorsqu'elles tenaient encore à la réalité qui m'entourait. Dans des contrées que peu de regards avaient contemplées, sur ce plateau du Mato Grosso, partageant l'existence de peuples que je ne reverrai jamais, je n'apercevais plus ni les uns ni les autres, mais des visions fugitives de la campagne française que je m'étais pourtant déniée,
ou des fragments de musique et de poésie qui étaient l'expression la plus conventionnelle d'une civilisation contre laquelle il fallait bien que je me persuade avoir opté, au risque de démentir le sens que j'avais aujourd'hui donné à ma vie. Fin de citation. Bref, si l'étude des autres peuples nous apprend donc beaucoup sur notre propre société, elle nous en apprend aussi énormément sur nous-mêmes en tant qu'individus. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous invite, si vous en avez le temps, la curiosité ou l'envie, à prolonger quelque peu votre réflexion ou tout simplement à vous distraire un petit peu en cliquant sur les quelques liens que je propose ici.